l'Ukraine est otage de la campagne électorale américaine, elle est otage aujourd'hui de ce qui se passe à l'Assemblée nationale et au Sénat. La question, c'est est-ce que vous voulez soutenir l'Ukraine ? Il y a des partis, j'ai compris, qui ont décidé de ne pas soutenir. Le Rassemblement national a dit qu'il allait Exactement. s'abstenir. Ce matin, il a dit qu'il ne le ferait pas. Et la France Insoumise a dit on a l'intention de voter contre. Ben voilà. Donc là, chacun est obligé de sortir du bois et d'aller vraiment sur ses convictions. Et je le répète, l'Ukraine tient... Et d'assumer ses choix. Oui, d'assumer ses choix. Et il n'y a pas que l'Ukraine qui combat, et avec un peuple qui est derrière et qui sait, quand on fait les sondages, les Ukrainiens ne veulent pas baisser les bras. Mais dans nos populations, c'est la même chose. C'est-à-dire que la représentation nationale, c'est quand même la représentation de nos peuples. Et nos peuples veulent-ils soutenir, je cite toujours Bernanos, est-ce que le derrière va tenir ? Est-ce que l'arrière va tenir ? Je pense que du côté de Moscou, on doit scruter ce qui se passe en Europe, aujourd'hui à l'Assemblée nationale. En Europe, c'est un peu pareil quand même, parce que cette histoire de 800 000, peut-être 1 million d'obus, elle a été lancée par Piotr Pavel, le président tchèque, il y a plus d'un mois maintenant. Ouais. Un mois plus tard, la décision vient d'être prise. Et encore, on n'a même pas compris réellement si elle était vraiment prise, la décision. Bon, a priori, ce serait fait. Mais ils sont où les obus ? Ils sont loin d'être encore arrivés. Ouais. S'ils viennent en avion, ça va aller vite. S'ils viennent en bateau, si on les décharge à Gdansk pour les amener à la frontière polono-ukrainienne, ça va prendre un temps fou, mais ça aurait dû être décidé beaucoup plus vite. On va partir sur le terrain. À présent, nos envoyés spéciaux Solène Rioux et Gabriel Orion ont pu constater un acharnement russe du côté de Kupiansk. Alors, on est à 260 km environ au nord d'Avdiivka. Les Russes, d'ailleurs, c'est ce que nous disait Solène, ont d'ailleurs largué la nuit dernière une bombe aérienne glissée sur un immeuble résidentiel à Kupiansk. Aucune victime n'a été recensée, nous dit Solène, mais sur ce front, on va le voir, la terreur n'en finit pas de s'abattre sur les habitants. Reportage signé Solène Rioux, Gabriel Orion et Eugène Lovski. À moins de 6 km du front, les rues de Petropavlivka sont désertes. Seul le bruit de l'artillerie résonne encore. À peine arrivé, ce militaire nous alerte. Là, c'est très dangereux de marcher à découvert. Il y a des drones partout ici. En effet, quelques secondes plus tard... On se planque. Près des arbres, près des arbres. Plus un bruit, plus un mouvement. Nous attendons. Cave, Eugène. Là, on vient de descendre dans la première cave qu'on a trouvée parce qu'on a entendu le bourdonnement des drones extrêmement proche de nous. Donc il a fallu se mettre à l'abri le plus vite possible. Dans un jardin voisin, abandonné. Ah, ça c'est nos soldats qui tirent sur leurs drones. Je vais vous montrer les bombes que leurs drones nous balancent dessus. Ce médecin militaire veut nous faire voir la réalité du danger de ces aéronefs. Au sol, cette roquette, tirée il y a quelques jours par un drone, elle n'a pas explosé. On ne les compte plus les drones, et il y en a trop. Des engins volants qui terrorisent la poignée d'habitants restant dans ce village, comme Sergueï. Faut pas rigoler avec les drones ici. J'ai un ami qui vient d'être tué. Il roulait tranquillement dans sa vieille Lada. Et là, bim, un drone Lancet. Ouais, c'est ça qui l'a tué. Quelques kilomètres plus en arrière du front, à Kupiansk, ce sont les bombes et les missiles qui sèment la mort derrière eux. 2 jours avant notre tournage, un homme de 58 ans a perdu la vie dans cette maison dévastée. Son petit-fils, bouleversé, nous raconte. Là, c'est son empreinte. Il était là et il guettait par la fenêtre les bombes qui tombaient toutes les 5 minutes. Son sang a giclé. Les shrapnels ont volé de là à là. Il en a reçu plein dans la tête, dans les pieds et dans le ventre. Aux côtés de son grand-père, 1 heure seulement avant l'explosion, Boris, déboussolé, prend conscience que le danger est partout. Les Russes m'ont enlevé ce que j'avais de plus cher au monde. Mon grand-père, il était comme un père pour moi. Après ce que j'ai enduré, j'ai peur d'être le prochain sur la liste si je reste ici.
Des tirs meurtriers comme celui-ci ont lieu quasi quotidiennement à Kupiansk. D'ailleurs, vous entendez les sirènes d'alerte antiaérienne. Des frappes viennent tout juste de s'abattre sur la ville. Grand merci à l'ensemble de nos équipes pour ce travail absolument magnifique, remarquable sur le terrain. On parle beaucoup de militaires dans cette guerre, Xavier, mais est-ce que le peuple ukrainien, que l'on dit courageux, déterminé, celles et ceux qui souffrent et qui vivent cet enfer, ne va pas finir, non pas par se lasser de la guerre, mais par dire stop, on n'en peut plus? Parce qu'ils ne peuvent pas fuir, eux. C'est pas ce qu'on remarque aujourd'hui, et on voit sur la ligne de front qu'au contraire, il y a une volonté de rester. Moi, ça m'a toujours étonné de voir dans des petits villages, des villes de moyenne importance qui sont sous le feu quotidien des Russes. C'est une ville totalement infernale entre les bombardements. Vous avez entendu tout à l'heure le bourdonnement du drone. C'était un tout petit drone comme ceux qu'on peut acheter comme jouet d'enfant quasiment, faire quelques images comme on utilise à la télévision. Ça fait très très peu de bruit, pourtant on l'entendait distinctement. C'est un moteur électrique, il y avait un grand silence tout autour. Un moteur électrique. Oui, c'est des moteurs électriques. Là, ça doit être des petits quadricoptères. Dessous, il n'y a pas une roquette. Pour transporter la roquette qu'on a vue, il faut un drone un peu plus gros. Souvent, ils mettent une grenade en dessous, juste une munition assez légère qui puisse être portée par le drone. Mais on les entend à peine, en fait. Mais ça, c'est tout le temps, c'est 24 heures sur 24. Quand vous êtes dans la rue, comme le disait Solène, il faut se mettre à l'abri en permanence dès qu'on entend le moindre bruit. Et puis, la nuit, ce sont les bombardements avec des bombes lourdes qui pèsent jusqu'à 1,5 tonne et qui dévastent des bâtiments entier. La pression est très très forte et malgré tout, on s'aperçoit que les Ukrainiens restent. Alors bien sûr, il y en a qui sont partis, il y en a qui ne veulent pas aller combattre sur le front, mais dans tous ces petits villages à l'est de l'Ukraine, les gens restent parce qu'en fait, ils n'ont nulle part autre où aller et qu'ils veulent rester à l'endroit où sont nés leurs parents, à l'endroit où ils sont enterrés, à l'endroit où ils ont vécu toute leur vie. Et ça, c'est leur liberté et c'est pour ça aussi qu'ils combattent. C'est aussi l'analyse que vous faites, Samantha? Oui, moi je ne pense pas qu'ils vont dire stop à la guerre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est peut-être pas mes paroles, mais celles du Premier ministre estonien qui ont expliqué pourquoi ils ne vont pas dire non. Elle a dit récemment, nous savons ce que c'est qu'une paix négociée avec la Russie. C'est les déportations, c'est les assassinats qui ne vont pas s'arrêter, c'est la destruction de notre langue, la destruction de notre identité. Les Ukrainiens le savent. Ce qu'il faut comprendre, que pour les Ukrainiens, si les combats se terminent au front, eh bien, le combat va venir à l'intérieur des villes, à l'intérieur des foyers, à l'intérieur des entreprises, parce qu'il y aura une occupation russe. Une occupation russe pour les Ukrainiens, c'est aussi une mort certaine pour beaucoup d'entre eux. Donc non, c'est pas. On pose toujours la question comme si c'était soit la paix, soit la guerre. Non, ce n'est pas la question que se posent les Ukrainiens. C'est soit la paix, soit la paix. C'est soit la liberté, soit la mort. C'est ça la question qui se pose. Et donc une paix négociée avec les Russes, pour eux, aujourd'hui, n'est pas envisageable parce que ce ne serait pas la paix. Ce serait une continuation d'une guerre sous une autre forme. Et que pour nous, Européens, nous devons comprendre ça. Tous ceux qui disent qu'il faut négocier, bien sûr qu'il faut que cette guerre s'arrête. Mais il faut qu'elle s'arrête. Et une négociation avec les Russes, aujourd'hui, ne veut pas dire la fin de la guerre. C'est ça le message principal que les Ukrainiens nous communiquent en permanence. Je vais citer en appui de ce que vient de dire Samantha Churchill, qui disait que le négociateur avec un crocodile, c'est celui qui donne à manger au crocodile et qui espère être mangé le dernier. La formule est belle. Alors,